Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau reading vlog. On est parti pour un nouveau vlog et cette fois-ci c'est un vlog différent, ce n'est pas un vlog de série comme vous avez pu le voir d'après la miniature et d'après le titre de cette vidéo. J'entame une nouvelle série de vlogs, une série qui va être bien plus courte que la série de séries, justement. Tout simplement parce que j'ai pas forcément la place sur 52 semaines de vous caler beaucoup plus de vidéos que les habituels wrap-up, pal des cartes, unboxing et vlog autres. Donc, le premier vlog de cette première série que on va intituler les vlogs des abonnés ou quelque chose comme ça. Vous verrez bien le titre, hein, vous connaissez le titre avant moi, enfin en tout cas à l'heure où je vous parle. Je vais voir ce que je choisis comme nom, mais je pense que le vlog des abonnés c'est assez parlant. C'est vous en fait qui choisissez la thématique de ce vlog. Et pour ce premier vlog, donc j'avais fait un sondage sur Instagram, je crois. Donc pour cette année, j'ai déjà mes 2 vlogs d'abonnés, puisqu'il y en aura 2 si je ne m'abuse. Faudra que je revérifie. En tout cas, le premier vlog m'a été inspiré par Claire. Donc merci beaucoup à Claire de m'avoir suggéré de lire les livres que je meurs d'envie de lire, mais que je ne lis jamais parce que je dois lire autre chose à la place. Voilà, en gros. Alors c'était trop long pour rentrer dans un titre, donc je sais pas comment je vais avoir renommé ça, mais l'idée c'était que je lise enfin ces titres qui me font mortellement envie dans ma pile à lire, que je suis presque sûre à 100% que ce sera des coups de cœur, mais que je ne lis jamais parce que je ne tombe pas sur la bonne case dans la palle des cartes ou parce que j'ai d'autres challenges. Et bien cette fois-ci c'est l'occasion de les lire et j'en ai sorti 3 parce que je pense que c'est un bon chiffre pour vous faire un vlog. 5 ce serait peut-être un peu trop, surtout que pour ce premier vlog le timing est serré. Donc comme vous avez pu le voir dans la miniature, je vais lire, et j'ai commencé d'ailleurs, Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. C'est le tome 3 d'Un palais d'épines et de roses. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai même préféré le tome 2 au tome 1, et j'avais très hâte de me replonger dans cet univers. Je l'ai commencé hier, comme je vous l'ai dit, je suis page 59, chapitre 5, donc je n'en suis pas très loin. Dans cette série, on va faire la rencontre de Farah, qui est une jeune femme qui chasse pour nourrir sa famille, sauf qu'elle va un beau jour tirer sur un loup qui s'avère être en fait un seigneur faé métamorphosé. Pas de bol. Le seigneur de la cour du printemps va débarquer chez elle et exiger une vie pour une vie et l'emmener dans sa cour. Et donc on a une réécriture un petit peu de La Belle et la Bête dans le tome 1, mais jusqu'à un certain point parce que les choses vont énormément évoluer et on part sur complètement autre chose à partir du tome 2. Et comme je vous l'ai dit, j'ai préféré le tome 2 au tome 1, même si j'avais déjà énormément aimé le tome 1. Disons qu'après avoir lu le tome 2, la relecture du tome 1 est différente. On n'a plus le même regard sur ce qui se passe dans le tome 1. Donc la différence d'appréciation se fait d'autant plus. On est reparti dans le tome 3, approximativement une semaine je crois, après la fin des événements du tome 2. Donc je suis ravie d'y retourner et c'est ma lecture en cours et je vous en dirai un peu plus quand j'aurai avancé ou quand je l'aurai fini, peut-être pas, je pense que je vais quand même essayer de vous reprendre un peu avant. J'ai hâte. Pour l'instant j'apprécie, j'ai lu ces quasiment 60 pages hier, c'est allé assez vite. Donc j'espère que je vais réussir à lire la fin de ma partie que j'étais censée lire hier et la partie d'aujourd'hui parce que j'ai tout découpé pour que ça colle pile poil au timing de ce vlog. Parce qu'il me reste encore 2 livres que j'ai pas fini de lire de ma palle des cartes du mois de février. Donc si je pouvais réussir à finir aussi ces 2-là dans le même temps, ce serait assez cool. Donc ça c'est ma première lecture prévue pour ce vlog. Ensuite, je ne sais plus dans quel ordre je vais les lire. Bon, c'est pas très grave, je ne sais plus lequel sera le deuxième, lequel sera le troisième, mais j'ai sorti Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett, c'est bien ça, Sinclair. Fantasy Romance, là encore, puisque c'est aussi le cas dans Un palais d'épines et de roses. Réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. Et je vais pas relire le résumé parce que je me suis trompée l'autre jour quand j'ai voulu vous en parler. Et du coup, voilà, je veux pas me remettre dedans. J'adore le mythe d'Hadès et Perséphone. Je suis une grande fan de Lore Olympus, donc j'ai très hâte
de lire celui-ci, même si j'ai une de mes collègues qui l'a lu et qui m'a dit qu'elle l'avait apprécié moyen. On va voir si je l'apprécie, mais c'est... Les 3 que je vous présente de toute façon, c'est vraiment les 3 livres qui me font le plus envie dans ma palle, tout en ayant une longueur raisonnable. Parce qu'il y en a d'autres, genre il y a Crescent City qui me fait mortellement envie, mais c'était un peu trop long pour ce vlog. Voilà, donc je le lirai à un autre moment. Mais... Et le dernier, c'est Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Fantasy Romance, avec des failles, de nouveau. Tous les enchantements ont un prix. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui va être embauchée par un seigneur faillé pour peindre son portrait. Sauf qu'elle va faire l'erreur de peindre le chagrin dans ses yeux. Et on sait tous que les faillés ne peuvent pas ressentir les piètres émotions humaines que nous, pauvres mortels, possédons. Donc elle va être punie et elle va être, elle aussi, embarquée dans sa cour, retenue prisonnière et blablabla. Je ne veux pas en savoir plus, mais je sens que ça va de nouveau être... C'est typiquement le genre d'histoire que j'apprécie en fait. J'en parlais l'autre jour avec mon mari. Je lui racontais, je sais plus le pitch de quelle histoire, et il me disait, mais tu l'as déjà lu celui-là, tu m'en as déjà parlé. Et j'ai dit, non, c'est pas le même. Mais c'est la même, mais c'est normal que ça semble familier, c'est le type d'histoire que j'apprécie. Donc j'ai tendance à lire beaucoup de ce genre d'histoire. Et même si ça peut paraître répétitif, moi ça me gêne pas du tout, parce que c'est le genre que j'adore. Donc voilà. Bref, je vais pas trop m'attarder plus que ça en introduction pour ce vlog. Sachez que je suis déjà à presque 60 pages du début de Un palais de cendres et de ruines, et que je vais me replonger, pas tout de suite, parce que je dois d'abord vous monter mon wrap-up du mois de février. Mais dès que j'aurai monté mon wrap-up du mois de février, je me replongerai dans la lecture de celui-ci. Et puis je vous retrouverai probablement... Alors peut-être pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'aimerais vraiment aussi avancer dans les 2 qui me restent du mois de février. Donc peut-être demain, ou en fin de semaine, sachant que la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc j'aurai le temps de passer toutes mes journées à lire. Bon, je ferai autre chose quand même aussi. Peut-être. On verra. Mais j'aurai beaucoup de temps pour lire la semaine prochaine, et ça c'est très cool. Je pense que je dois être une des pires vlogueuses du monde, de la booktubosphère. Parce que j'ai fini Un palais de cendres et de ruines et que je ne vous ai repris à aucun moment dans le courant de ma lecture. Donc ça craint. Je vais essayer de faire un peu mieux pour les 2 prochains romans que je vais lire dans ce vlog, sachant que je suis en vacances depuis samedi 16h, donc je devrais réussir à me trouver des petits moments dans la journée où je peux vous faire des updates au fur et à mesure, un peu plus d'updates en tout cas. J'ai fini, bref, Un palais d'épines et de roses, le tome 3 de Sarah J. Maas, Un palais de cendres et de ruines. C'était fantastique, incroyable. 5 étoiles sur Goodreads, des 10 partout dans Copile, sauf pour l'histoire, puisque en fait je me suis fait spoiler il y a un bon moment déjà un événement, un gros événement de ce tome 3, donc je l'ai quasiment attendu pendant tout le tome, et en fait ça arrive seulement à la fin, alors que je pensais que ce serait un élément, pas forcément au début, mais central de l'histoire, et qui entraînerait des conséquences sur un plus long terme, ou en tout cas un plus moyen terme pour les personnages. Là, ce qui se passe, ça se déroule à la toute fin, et le problème est réglé quasiment immédiatement. Donc c'est dommage. Je m'attendais à un impact émotionnel beaucoup plus fort. J'ai été émue, mais pas autant que j'aurais aimé l'être. J'aime toujours autant les personnages, on a une évolution de chacun d'entre eux depuis le tome 1 qui est assez phénoménale. C'est le 3e et dernier tome de la première trilogie de l'univers ACOTAR, si on ne compte pas le hors-série, le tome 3,5, qui se déroule après les événements du tome 3, que j'ai aussi dans ma palle qui est juste là, que j'ai envie de lire maintenant. Tout comme j'ai très envie de relire l'intégralité de cette trilogie maintenant, mais j'ai d'autres choses à faire. Mais je sais que c'est... Je pense que c'est une... Enfin, c'est sûr, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre, c'est une de mes séries de fantasy préférées de tous les temps. Voilà, je pense que je pourrais la relire en boucle, sans jamais m'en lasser. J'aime les personnages, j'aime l'atmosphère qui est sombre dans ce tome 3, qui est difficile. On est sur le point d'assister à une certaine guerre. On a
des pertes, on a des drames, on a des pleurs, mais on a aussi des rires, du romantisme, des scènes sexy. On a un peu moins de fesses que dans le tome précédent, il me semble. Et je vous avoue que ça m'a un peu manqué parce que je m'attendais à en avoir un peu plus en fait. Ça m'a manqué parce que je m'attendais à en avoir un peu plus. Pas parce que ça m'a manqué pour aucune autre raison. Parce que je m'attendais à en avoir un peu plus. Mais c'était quand même super chouette. J'ai passé un très bon moment. L'autrice maîtrise son univers à la perfection. On a un nombre de personnages et de créatures fantastiques avec des pouvoirs très spécifiques les unes les autres. C'est ahurissant. La carte, je crois qu'on a même 2 cartes au début de l'ouvrage. Non, on a une seule carte, mais voilà, elle est... On suit en fait l'évolution, même physique, de nos personnages, et je trouve que c'est incroyable. J'aime d'amour cette série. J'ai été ravie de retrouver les personnages que j'adore et d'en découvrir de nouveaux, d'approfondir un petit peu ma connaissance de certains d'entre eux. Le tome 3.5, comme je vous l'ai dit, se déroule juste après, mais le tome 4 est un tome 4, mais le début d'une nouvelle trilogie qui se situe après les événements du tome 3, je crois, un mois ou un an, je ne sais plus à peu près, après la fin de ce tome 3, et les personnages principaux seront différents. Donc je suis un peu triste, parce que vous savez que j'aime bien suivre les mêmes personnages tout au long d'une série. J'espère qu'on continuera à les voir quand même, et malgré tout, l'univers et les personnages qu'on va suivre de manière plus proche dans les tomes suivants m'intéressent aussi. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Merci à Claire de m'avoir proposé de faire ce vlog, cette thématique, parce que ça m'a permis d'enfin le sortir de ma pile à lire depuis le temps qu'il y est. C'est assez affolant. Donc je suis ravie. Je vais m'arrêter là pour celui-ci et je vais commencer prochainement Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. Réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. C'est une fantasy romance et je crois qu'il y a pas mal de smut dans cette trilogie, série. Je sais plus si c'est une trilogie maintenant. Donc pas mal de scènes de fesses. Et en fait, comme ça m'a un peu manqué dans Un palais de cendres et de ruines parce que je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, et ben je pense que c'est une bonne idée que je continue avec celui-ci et je terminerai par Enchantment. C'est Unenchantment? Non, je crois que c'est Enchantment of Raven. Et c'est l'autre raison pour laquelle je vais d'abord lire celui-ci avant de lire le Margaret Rogerson, c'est parce que c'est aussi des failles dans Enchantment of Ravens, alors que là non. Donc je vais couper mes 2 histoires de failles avec la réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone en commençant celui-ci, mais je ne vais pas le commencer tout de suite parce qu'on est le 6 mars et que j'ai 2 jours d'avance sur mon programme de lecture parce que j'ai fini Un palais de cendres et de ruines hier soir, ce qui fait que j'ai encore aujourd'hui et demain pour faire un peu ce que je veux avant de me plonger dans cette histoire. Alors je pourrais aussi, je pourrais très bien me dire que je commence tout de suite parce que comme ça je risque pas de prendre du retard, mais je veux absolument finir, je vous l'ai dit, hein, les 2 romans que j'ai commencé en février et que j'ai pas eu le temps de terminer. Donc je vous en parlerai pas dans cette vidéo, je vous le montre juste. Je vais essayer de terminer Rise aujourd'hui, pas sûr, mais au plus tard demain, j'ai essayé de finir celui-ci et au moins d'avancer un petit peu dans Violet Made of Thorns parce que je suis vraiment un peu déçue de ne pas avoir réussi à les lire, surtout Rise parce que ça se lit très vite. Donc là, je vais voir si j'ai réussi à avancer un petit peu. Et la prochaine fois que je vous retrouverai, ce sera pour vous parler un petit peu plus de celui-ci parce que je l'aurai commencé. Je ne vous reprendrai pas avant d'avoir commencé celui-ci. Et du coup, je vous dis à bientôt pour la suite de ce vlog.
patates, c'est dégueulasse. Bref, bonjour. On est mercredi, le 8 mars. Belle journée internationale de lutte pour les droits des femmes, entre autres choses. Un jour dans l'année, c'est pas énorme, mais bon, bref. On est le mercredi 8 mars, du coup, il est 9h13. Je reviens vers vous parce que j'ai effectivement commencé hier soir le tome 1 d'Hadès et Perséphone, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. Alors, j'aime énormément le personnage de Perséphone, je trouve qu'elle est punchy, elle a de la répartie, elle sait ce qu'elle veut, elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas, et elle a un sacré caractère, elle est loin d'être effacée, et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, et pour l'instant l'histoire me plaît. On est dans un monde où le fantastique et le quotidien se côtoient. On est sur de la fantaisie, on est dans une ville qui s'appelle Nouvelle-Athènes. Donc ça se passe en ce qui pourrait être la Grèce, mais à une époque où les dieux ont décidé de venir sur Terre. Et en fait, comme je vous l'ai dit, tout le monde est au courant que les dieux sont sur Terre, donc Zeus, Hadès, Poséidon, Athéna, Aphrodite, etc., etc. Et donc Perséphone est la fille de Déméter. Les dieux savent que Déméter a eu une fille, mais Perséphone n'a jamais été présentée à la cour d'Olympe, donc personne ne sait que c'est elle, la fille de Déméter. Et elle vit parmi les humains depuis quelques mois, quelques années je crois, parce qu'elle a réussi à convaincre sa mère de la laisser étudier à l'université de Nouvelle-Athènes. Elle avait choisi un cursus botanique pour faire plaisir à sa mère bien évidemment, mais elle a changé d'orientation pour redevenir journaliste d'investigation et elle va commencer un stage dans un journal qui s'appelle le New Athens News. Ça me fait beaucoup penser à Spider-Man ou 50 Shades, je dois vous avouer. Je crois qu'il y a même une phrase qui m'a fait penser quasiment mot pour mot à une phrase de Twilight, il me semble. Je suis pas sûre. Hein. Mais voilà. Elle va être invitée par sa meilleure amie qui s'appelle Lexa à sortir dans une boîte extrêmement prisée parce que Hadès en est le propriétaire et que tous les business tenus par les dieux fonctionnent du tonnerre, évidemment, c'est la dernière mode, même si il y a des groupes de mortels qui ont rejeté les dieux parce que quand les dieux sont descendus sur Terre, ils ont considéré que, en fait, de toute façon, maintenant qu'ils sont là, autant leur montrer qu'on les rejette, puisqu'ils n'ont jamais écouté quoi que ce soit quand ils étaient à l'Olympe. Donc, il y a des factions de mortels qui rejettent les dieux, qui sont des rebelles, qui sont même extrêmement violents et qui tuent d'autres mortels au nom de la religion, du coup. Alors, comment... J'essaie de vous expliquer un peu quand même dans les grandes lignes. Donc, Perséphone va aller au Nevernight, le club d'Hadès, avec Lexa. C'est un club, c'est une boîte de nuit, mais il y a aussi un étage avec des tables de jeu, et c'est à cet étage que Hadès deal avec les humains. Et en gros, les humains demandent quelque chose à Hadès, il leur demande quelque chose en retour, et si les humains réussissent à accomplir la tâche qu'Hadès leur confie, il leur accorde une faveur. Si les humains ne réussissent pas à accomplir ce qu'Hadès leur demande, ils récoltent leurs âmes, et les humains meurent, du coup. En gros, et Perséphone va évidemment rencontrer Hadès, vous devez vous en douter. Je vais m'arrêter là pour le pitch. Pour l'instant, alors c'est sexy, mais pour l'instant, j'ai pas eu encore vraiment de scène de sexe. Je vous ai dit que j'appréciais Perséphone. Pour l'instant, alors c'est pas que j'ai du mal avec Hadès, c'est juste que... Voilà, il a rien d'extraordinaire. Alors c'est sûr, il a du charisme, il est beau, c'est l'homme le plus beau du monde, il a du pouvoir, il est attirant dans le sens intrigant et mystérieux. Et voilà. Bon.
effectivement. Attends, c'est Hadès, donc je ne m'attendais pas à moins. Mais pour l'instant, le côté mystérieux est... comment dire? Je le sais que voilà, tout le monde considère que c'est le dieu des enfers, c'est le pire dieu qui existe. Mais en fait, on sait très bien que c'est plus compliqué que ça. Et voilà. J'ai pas... pour l'instant, je préfère l'Hadès de Lord Olympus. Mais je pense que c'est aussi parce que je le connais depuis plus longtemps et que j'ai avancé beaucoup plus dans l'histoire de Lord Olympus que dans Hadès et Perséphone. Je ne doute pas qu'à la fin du tome 1, j'apprécierai cet Hadès autant que celui de Lord Olympus. J'ai rencontré d'autres personnages, évidemment. On a un mortel qui me laisse dubitative et j'ai une théorie à son propos, mais je ne vais pas vous la partager pour ne pas vous spoiler. Je vous dirai en revanche si ma théorie s'est révélée être exacte. Je suis page 169, chapitre 11. J'ai lu quasiment d'une traite hier soir, ça se lit très très vite et surtout je suis à fond dedans. J'ai vraiment envie de continuer cette histoire, donc je vais, je pense, m'y replonger après avoir monté le début de ce vlog, comme ça je m'avance déjà pour la semaine prochaine. Par contre, énorme point noir, et malheureusement je m'y attendais, la traduction est à chier. La traduction et donc la correction, parce que s'il n'y avait que la traduction, je ne devrais pas m'en rendre compte. Normalement, quelqu'un est passé derrière la traductrice pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur. Alors soit ça n'a pas du tout été le cas, et dans ces cas-là, effectivement, c'est juste la traductrice qui a fait un travail absolument apocalyptique, soit il y a quelqu'un qui est passé derrière, et dans ces cas-là, les deux sont à blâmer. Il manque des morceaux de phrases. Il y a des morceaux de phrases qui ont été ajoutés. Il manque de la ponctuation, il manque des mots pour compléter les phrases, il y a des signes de ponctuation qui sont là alors qu'ils ne devraient pas y être. Il y a des expressions qui sont employées par des personnages qui sont aberrantes, par exemple. D'ailleurs, je me suis même renseignée, je me suis dit que si ça se trouve, la traductrice devait être québécoise, parce qu'il me semble qu'au Québec, les gens disent « allô » pour dire « salut, bonjour ». Et je me suis dit, si ça se trouve, c'est ça, et j'ai vérifié, et il ne me semble pas. Ou en tout cas, si la traductrice est québécoise, elle a effectué toutes ses études supérieures en France, puisqu'elle était à la Sorbonne en 2007. Oui, en 2007. Et elle est restée en France depuis. Donc elle n'a aucune excuse, elle sait que en français, on dit salut et pas allô. Puisque dans la traduction, alors je vous dis pas ça en l'air, j'ai vérifié, j'ai comparé tout de suite, dès que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème là, j'ai comparé tout de suite avec la version originale, donc je peux vous dire de source sûre que ce n'est pas un problème du style de l'autrice, puisque le style de l'autrice est totalement correct, il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'ajout superflu. Quand les personnages dans la version originale disent hello, genre hello, est-ce qu'il y a quelqu'un, version originale bien sûr, mais voilà. Et bien dans la version française, la traductrice a décidé de traduire hello par allô, genre allô, allô, non mais allô quoi. Peut-être qu'elle est fan de Nabila. Peut-être. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai absolument rien contre Nabila, mais je ne suis pas spécialement sa carrière. Voilà, elle m'est indifférente, on va dire. Je trouve c'est... Je ne comprends pas. Un autre moment, pour vous donner plusieurs exemples, comme ça vous comprenez ce que je veux dire. Dans la version française, je vais essayer de vous retrouver le passage. Je vous ai retrouvé le passage. Elle ouvrit la bouche et la referma, regardant autour d'elle. Ouvrez les guillemets. Ça me semble plutôt privé ici, en montrant le lieu désert. Pour moi, il manque un « ça me semble plutôt privé ici », dit-elle, en montrant le lieu désert. Voilà. Pensez-en ce que vous voulez. Mais dans la version originale, l'autrice s'est arrêtée à « ça me semble plutôt privé ici ». Point. Point.
Il n'y a pas de dit-elle en montrant le lieu désert, en montrant le lieu désert, il n'y a rien. L'autrice s'est contentée de faire dire à Perséphone sa phrase, point, sans contexte autre. Et il n'y en a pas besoin, en fait, puisque juste avant, on dit que elle ouvrit la bouche et la referma, regardant autour d'elle. Ça me semble plutôt privé ici. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter encore des trucs. La traductrice a jugé que c'était nécessaire. Et du coup, ça m'agace parce que je me connais. Je sais que je ne vais pas juger l'autrice pour ça, puisque la version originale est tout à fait correcte. C'est un problème de la version française. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit que ça m'étonnait pas, c'est à cause de l'éditeur, puisque je fuis un petit peu cette maison d'édition. Parce que à l'origine, au départ, quand cette maison d'édition est née, et même dans les années qui ont suivi, il était de notoriété publique que la qualité des corrections et de l'écriture et tout ça n'était pas vraiment au top. Sauf que ça fait tellement longtemps, je me suis dit, bah, ils ont fait comme de Saxus en fait. Avant eux, ils ont changé. Ils ont embauché des personnes compétentes, et puis, enfin, quand même, depuis le temps, sauf que non, en fait. Cette maison d'édition, donc c'est Hugo, hein. Hugo Publishing, je crois. Hugo Roman, en l'occurrence, là. Il publie tellement de titres par mois, par an. Bah, ils n'ont pas les moyens, en fait, tout simplement, de payer des gens qui sont compétents. Enfin, il faut croire. Donc, je suis un peu deg. Si j'avais su, je n'aurais pas attendu la version française et j'aurais lu la version originale. Ce que je pourrais encore faire, puisque je l'ai téléchargé sur mon téléphone, mais j'ai acheté le bouquin en français, je vais le terminer en français. Si ça me plaît, je pense que j'achèterai la suite de la série. Ou pas. C'est une vraie question que je me pose. Parce que autant j'ai envie de supporter l'autrice, autant je ne suis pas sûre d'avoir envie de supporter la maison d'édition française. Donc, il est possible que j'achète la suite de la série et que je rachète le tome 1 en VO. Je pense que c'est l'option que je privilégierais, d'autant que, comme je vous l'ai dit, j'ai comparé les deux versions pour voir si c'était moi qui fabulais ou pas, et la version originale est tout à fait accessible, très facile. Donc, c'est un peu mon reproche, mais comme dit, ça n'a rien à voir avec l'autrice. Le problème, c'est que je me connais, même si je vais tenter mon maximum pour faire abstraction de ça, il y a moyen que ça impacte mon engouement pour la lecture au final. Ce qui est vraiment, vraiment dommage. Mais on n'en est pas là, je vous dirai ça quand je l'aurai terminé. C'est-à-dire... je ne sais pas. 2 parties. Allez, il me reste quoi? Il fait 430 pages et je suis page 160. Calcul mental et moi, en plus le matin de bonne heure, enfin de bonne heure, il est 9h30. Donc il me reste 260 pages à lire et j'en ai lu 170 hier. Donc il y a moyen que j'arrive à le finir aujourd'hui. Ce serait vraiment cool parce que ça me permettrait de faire autre chose. Par exemple, avancer et peut-être même terminer Violet Made of Thorns, puisque je vous en parle vite fait, mais j'ai fini Rise hier. C'était très chouette, mais je vous en reparlerai plus précisément dans mon update lecture, puisque celui-ci ne fait pas partie de ce vlog. Mais je l'ai fini et c'est un succès. Enfin, il me reste plus que un de mes romans du mois de février à finir. Avant de vous quitter, je me suis dit que j'allais tirer mon tarot avec vous ce matin, tant qu'à faire, et puis pour vous montrer un petit peu autre chose. Donc j'ai acheté le tarot des vilains. Il était dans ma liste au Père Noël, mais je ne l'ai pas reçu. Donc je l'ai acheté. Cadeau de moi à moi. Oh, comment me remercier. Si vous avez la ref, notez-la dans les commentaires. Donc c'est un tarot avec les 78 arcanes, le guide qui se présente comme ceci, et les cartes, hop, dont le verso est toujours le même et dont le recto est différent. Ce que je fais, je vous explique. Alors, je ne prends pas mon tarot pour argent comptant. Je considère que c'est plus une idée. Pas forcément un mood sur la journée, mais une idée
des choses auxquelles il faut être attentive, puisque étant donné que mon cerveau fonctionne 100% du temps à... Non, elle n'est pas 100% du temps, mais 92% du temps à plein régime, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je pense toujours à un truc ou à l'autre, ou à un truc ou à l'autre. Et c'est pas toujours des choses agréables. Bref, c'est moi. J'aime bien tirer une carte pour ne pas oublier de penser à certaines choses ou d'être attentive à certaines choses. Donc comme dit, c'est pas, ça me sert même pas forcément de méditation, puisque je sais que certains utilisent le tarot comme outil de méditation. C'est juste, voilà, ça me fait plaisir, les cartes sont jolies, et puis ça me fait quelque chose à ajouter dans mon journal, puisque mon reading journal s'est transformé plus ou moins en journal tout court, ni en bullet journal, ni en reading journal seulement, puisque j'écris un peu tout ce qui se passe dans ma vie. D'ailleurs, va falloir que je me renseigne, alors pas forcément, parce que dans mon journal de l'année dernière, qui est juste là, il me restait quelques pages, donc je vais peut-être réussir à récupérer les pages qui restaient dans celui-là pour les mettre à la fin de celui de cette année, pour que je l'emmène jusqu'au bout de l'année. Parce que j'ai calculé à peu près hier, en me basant sur le mois de janvier, j'ai utilisé 25 pages. 25 x 12, ça fait plus de pages que ce que j'ai actuellement dans mon journal. Et en plus, les premières pages ont été utilisées pour les trackers et les plans et les calendriers et tout de début d'année. Donc j'ai encore moins de pages que les pages qui me restent. Bref. Donc, comment je fais? Alors, dans le livret explicatif, dans le guide explicatif, vous avez à la fin différents tirages qui sont présentés. Voilà. Alors moi, je m'embête pas avec ça. Je mélange les cartes et j'attends qu'il y en ait une qui me saute dessus. Voilà, tout simplement. Le problème, c'est que comme j'ai l'habitude de mélanger les cartes parce que j'aime bien jouer aux cartes, ça peut parfois être long. Donc je vais accélérer cette partie de la vidéo jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui me saute dessus. Et en plus, je suis obligée de fermer les yeux ou de ne pas regarder parce que sinon c'est trop facile. Il y en a plusieurs. Le 2 d'épée inversé. Alors, oui, parce que ça, la signification change en fonction si vous la tirez à l'endroit ou à l'envers. Donc, je t'ai pas encore pioché celle-là. Alors, vous êtes pris dans un différend fatigant et sans issue. Inverser le 2 d'épée indique que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde qu'une personne dans votre vie et que la situation arrive finalement à un point de rupture. Si une dispute n'est pas productive, il est parfois préférable de tourner la page. Je ne me sens pas concernée pour l'instant. Mais c'est bien de se souvenir qu'au bout d'un moment, il vaut mieux lâcher l'affaire. Ok. Bon, ben voilà, ma carte pour la journée. J'essaie d'en tirer une le matin, enfin une tous les jours, tous les matins. Comme dit, c'est sympa. Ça me fait faire quelque chose en plus, quoi. C'est une petite routine que j'ai instaurée depuis le 1er janvier. Et pour l'instant, ça me plaît. Ça m'est pas spécifiquement utile, à part que ça me fait plaisir, donc c'est quand même utile. C'est toujours utile de se faire plaisir. Voilà, bon écoutez, ça fait plus de 20 minutes que je vous parle, donc je vous retrouverai plus tard pour vous dire où j'en suis dans Hadès et Perséphone, et puis ce que j'en pense, et si je l'apprécie toujours, et peut-être un peu plus. Il est 22h18 et j'ai fini Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness, de Scarlett Sinclair il y a quelques heures à peu près. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, je l'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, mon plaisir a été gâché par la traduction merdique, tout simplement. L'absence totale de correction, ou alors s'il y a eu une correction, je pense que le correcteur ou la correctrice devrait changer de métier, parce que clairement,
C'est juste aberrant le nombre d'erreurs que j'ai relevées dans cette traduction. Voilà, je suis choquée que ça puisse être possible. C'est redondant, mais vous avez compris le truc, quoi. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé les personnages, même si, alors je vous l'ai dit, j'adore Perséphone, je trouve qu'elle est hyper punchy, elle a de la répartie, elle sait ce qu'elle veut, mais je trouve qu'elle était pleine de préjugés et elle n'écoute pas en fait ce qu'on lui dit. Donc parfois ça crée des situations qui n'auraient pas lieu si elle prêtait plus attention à ce qui lui est raconté, que ce soit par le principal intéressé ou par d'autres. Mais évidemment, il n'y aurait pas 430 pages d'histoire si c'était le cas. Hadès est fidèle à lui-même, mais enfin au personnage d'Hadès dans les différentes réécritures que j'ai pu lire jusqu'à présent et que j'apprécie. Mais je trouve que c'est un peu long. Mon intérêt pour ce personnage a été un peu long à arriver. Je ne sais pas pour quelle raison. On a une superbe tension sexuelle entre les personnages et l'autrice écrit très 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 bien les scènes de fesses, même si j'ai trouvé qu'au bout d'un moment c'était un petit peu répétitif, la façon dont les scènes de sexe étaient écrites. On est sur une attirance et une romance, on va parler d'attirance plutôt, attirance instantanée. Et je trouve, alors autant c'est crédible pour le côté vraiment attirance, autant le personnage de Perséphone a été écrit d'une manière qui du coup ne coïncide pas avec son comportement, ou comment dire, le fait qu'elle n'est pas suffisamment prudente. Elle est extrêmement curieuse, et ça je peux le comprendre. Elle a vécu les 18 premières années de sa vie en Olympe, donc elle n'a jamais rencontré d'autres, de mortels tout simplement, puisqu'elle n'est pas mortelle, elle c'est une déesse. Et je peux comprendre qu'elle soit curieuse et qu'elle a envie d'en savoir plus sur ce monde et sur les gens qui le peuplent. Mais je trouve que son comportement du coup n'est pas cohérent avec son personnage. Et on a le trope du manque de communication qui est un des tropes que j'aime le moins. Parce que ça m'énerve en fait. Si les gens prenaient le temps de discuter, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Et je trouve que c'est un phénomène qui est courant dans notre société actuelle et qui m'agace au plus haut point en fait. Parler de ses sentiments, c'est pas un signe de faiblesse. Voilà. Et ça m'embête, ça me saoule que ce soit vu comme tel. Donc je fais le parallèle avec cette histoire qui s'inspire de ce phénomène, entre guillemets, pour les personnages, et je trouve ça dommage. J'ai été super intriguée, on a vraiment des personnages très prometteurs, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, et ça laisse présager pas mal de possibilités pour la suite. J'ai relevé un point de logique qui m'a embêtée, alors je vais pas parler du manque de logique au niveau de la traduction, je vais vous en parler quand même, mais j'ai pas enlevé de point au niveau de la logique à cause de ça, parce que c'est vraiment un problème de traduction. Pour vous expliquer de quoi je parle, au niveau de la logique, Perséphone se rend à un endroit où elle croise Hadès et elle le décrit. Elle le décrit comme étant habillé de telle façon, nanana, et il est rasé de frais. Il n'y a rien qui dépasse, tout est nickel clean. Et le lendemain matin, quand elle le revoit, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas vous spoiler ce qui se passe pas. Le lendemain matin, la traductrice a écrit « Il a une barbe de 3 jours ». Non. Non, pas possible. Pas possible. Physiquement, quantiquement, c'est impossible. La veille, il était rasé de frais. Le lendemain, il ne peut pas avoir une barbe de 3 jours. J'ai vérifié. Dans la version originale, l'autrice a écrit sa mâchoire était couverte de chaume. Le chaume, on emploie cette expression pour désigner la repousse de la barbe. Et c'est une expression française également. Donc la traductrice en a fait qu'à sa tête en fait. Je suis choquée. Je suis choquée qu'il n'y ait pas eu de correction après cette traduction calamiteuse. Je suis désolée, je suis assez violente dans mes propos, mais ça me choque. Ça me choque énormément. La traductrice j'ai trouvé son profil sur LinkedIn. Que vous trouverez facilement aussi, hein. J'ai juste tapé son nom et sur Google et je suis tombée sur son profil LinkedIn. Elle a fait la Sorbonne, elle a fait plusieurs écoles, il me semble, de traduction, dont des écoles assez prisées, huppées, célèbres et renommées, et elle est apparemment bilingue en anglais, ok, pas de souci, mais si c'est le cas, fait en sorte de traduire pour que ce soit cohérent et juste
par rapport à l'autrice, en fait. Parce que là, est-ce que tu l'écris comme ça parce que tu considères que tes lecteurs sont trop débiles pour comprendre ce que ça veut dire avoir la mâchoire couverte de chaume? Comment ça se passe? Je... Je suis outrée. Je suis outrée. Donc, j'ai mis le tome 1 de cette série dans ma wishlist en version originale et je lirai la suite en version originale, ce qui risque du coup de me prendre un petit peu plus de temps, mais au moins j'aurai la version audio. Donc je pourrais profiter également de la version audio, puisque la version audio française n'a pas été réalisée, elle n'existe pas. Donc j'aurai au moins la version originale audio, ainsi que le texte original, et pas une transformation honteuse. Malheureusement, je vous l'avais dit, hein, je savais, ça allait impacter sur mon plaisir à la lecture, c'est le cas, mais je sais que ça n'a rien à voir avec l'histoire, que ça n'a rien à voir avec l'autrice ou son style, c'est vraiment la traduction et l'absence totale de correction, ou alors s'il y a eu correction, bref, ça mériterait une correction. Vous avez compris mon point de vue sur cette histoire. Si vous lisez en VO, s'il vous plaît, lisez-le en VO. Si vous ne lisez qu'en français, je vous invite à le lire en français parce que je l'ai quand même vraiment énormément aimé, mais sachez que il va falloir passer outre des aberrations de langage et de ponctuation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Mais c'était vachement chouette, hein. Et il était dans ma palle des cartes pour un livre avec 3 fois la lettre E, et je vous ai pas dit pour... un palais de cendres et de ruines, il était dans ma palle des cartes pour un livre traduit. Du coup, vu l'heure qu'il est, mon mari est parti voir le match chez son frère et il devrait revenir vers 23h peut-être. Il est 22h27 exactement à l'heure où je vous parle. Ouais, peut-être vers 23h. Ça me laisse une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. J'ai commencé à regarder Ghost Whisperer sur Disney+, parce que c'est une série que j'avais commencé à l'époque où elle était sortie, mais que je n'avais jamais continué, et c'est une série que j'apprécie. Le jeu d'actrice de Jennifer Love Hewitt est ce qu'il est, et je trouve son son personnage particulièrement chouineur. Voilà, elle a l'alarme extrêmement facile. Alors je dis pas, hein, c'est pas facile ce qu'elle vit, enfin son personnage. Et moi-même, voilà, je trouve que c'est très émouvant. Mais voilà, j'apprécie l'histoire et le côté mystérieux et cette histoire de fantôme m'intéresse énormément. Et ça me fait penser à une autre série que je regardais avec ma maman à l'époque qui s'appelle True Calling. Je sais pas si ça vous parle. C'était une nana qui travaillait à la morgue. Je sais plus si elle commençait à travailler à la morgue, j'en sais rien. Mais elle se retrouvait à la morgue et en fait les morts se relevaient et lui demandaient de l'aide. Et du coup elle remontait dans le passé. Je crois que c'était ça. Pour essayer de savoir ce qui leur était arrivé ou quelque chose comme ça. Et elle était trop bien cette série, mais elle a été arrêtée après une seule saison, il me semble. Peut-être 2. Et on n'a jamais eu la fin de l'histoire puisque l'arc n'était pas clôturé en fait. Mais c'était une série trop bien. Donc je vous la conseille, mais sachez que ça finit en queue de poisson. Mais c'était trop bien comme série, j'avais vraiment adoré. Dans le genre de Ghost Whisperer, différent mais dans le même genre. Et c'était très chouette. Bref, du coup, vu qu'il me reste une demi-heure, je dirais, avant qu'il rentre, parce que normalement le match devrait finir à... Donc commencer à 21h. Première mi-temps 21h45, un quart d'heure de pause 22h, deuxième mi-temps 22h45. Est-ce qu'il va y avoir les prolongations si ils sont à 1-0? À 0-1 plutôt. Bonne question. Vous savez quoi, je vais regarder le score. Comme ça, je saurai à quoi m'en tenir. Alors, voyons voir. Hop. Ah, lol. Il n'y aura pas de prolongation. Ouais, non, il n'y aura pas de prolongation. Bon. Ils sont éliminés, Paris. J'aime pas le foot. Et tout cet engouement autour de ce sport
Voilà, bref, peu importe. Je suis pas fan de foot. Je regarde la Coupe du Monde parce que bon, c'est l'équipe de France et je trouve l'ambiance est un peu différente. Quoique cette année c'était encore autre chose, mais le côté fric et les sommes astronomiques que ça engendre et engrange, je trouve que c'est indécent par rapport à ce qui se passe dans le monde par ailleurs. Bref, pensez-en ce que vous voulez. C'était la petite minute Nono évoque ses idéologies et son avis sur le monde. Bref, du coup, je sais toujours pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je vais quand même regarder un nouvel épisode de Ghost Whisperer. J'en suis qu'à la saison 2, épisode 10, quelque chose comme ça, je sais plus. Je vais quand même le lancer et je mettrai le casque pour le finir si mon mari revient avant la fin, ce qui est très très fortement probable. Et ensuite, après ça, je vais commencer Enchantment of Ravens. Alors, c'était un 5-star prediction, hein, c'était tous des prédictions de coup de cœur. Et pour l'instant, sur les deux premiers que j'ai lus, n'en était pas. J'ai adoré à Cotard le tome 3, c'était incroyable, mais c'était pas un coup de cœur, il m'a manqué un petit truc. Et Hades et Perséphone, malheureusement, ben voilà. Même si je l'avais lu en VO, ça n'aurait pas été un coup de cœur à cause des quelques petites choses que je vous ai dites au-delà de la traduction et de la correction dont je vais arrêter de parler parce que c'est un peu redondant. Donc j'espère que celui-là, ça en sera un, histoire que j'ai au moins une bonne prédiction sur les 3 romans que j'ai lus dans ce vlog. Je vais pas vous rappeler le résumé parce que je vous en ai déjà parlé en ouverture de cette vidéo. Je vais le commencer. C'est l'édition Big Bang, le label des éditions Brajlon. Et c'est l'édition Faeric. Avec une couverture hardback, une jaquette et end pages décorées. Voilà. Donc j'ai très hâte de le commencer. Ce que je vais faire juste après mon épisode de Ghost Whisperer. Et je pense que je pense que je vais lire celui-là, tant pis. J'avais prévu de continuer et terminer Violet Made of Thorns aussi, peut-être aujourd'hui, mais là il est trop tard, j'aurai pas le temps de le reprendre, donc je suis toujours dedans, je suis toujours au même point, je suis toujours page 91, chapitre 7. J'ai préféré avancer dans mes lectures pour ce vlog plutôt que dans celui-ci, parce que ce vlog, vous devez le voir la semaine prochaine. Demain, vous aurez ma vidéo sur l'intégrale des larmes rouges de Georgia Caldera. J'ai lu les lames du cardinal et ensuite les larmes rouges, du coup, je me mélange un peu les pinceaux au niveau du titre, même si les histoires n'ont absolument rien à voir. Mais je lirai Violet Made of Thorns demain. Je pense que... Alors, je pourrais peut-être pas le finir, mais celui-ci ne fait que 380 pages. Et j'ai lu 430 pages en 2 jours. Donc, je devrais pouvoir y arriver. En plus, ouais, c'est écrit assez gros. Et ben, c'est parti, tout simplement. Donc, je vais regarder mon épisode. Je commence celui-ci ce soir et je vous reprendrai du coup demain. Peut-être, alors, la première partie, c'est 113 pages. Ok, bah quand j'aurai lu ma première partie, parce que comme dit, je l'avais découpé pour que ça colle dans les jours qui me restaient avant de vous publier le vlog en question. Mais finalement, je pense que je vais être en avance. Donc, je vous reprendrai quand j'arriverai au chapitre 7, Lucky Number. Pour vous dire un peu plus précisément de quoi ça parle, si le résumé que je vous en ai donné était juste. Et puis vous dire ce que j'en pense, tout simplement, en espérant que je l'apprécie. J'aime pas du tout sa tête. Il fait très très jeune en fait. Je suis pas fan. À voir si effectivement les personnages sont aussi jeunes que ce à quoi il ressemble sur la couverture. Elle encore ça va, mais lui je trouve qu'il fait extrêmement jeune. Puisque je suppose que c'est lui le seigneur Faé
dont il va être question dans l'histoire. Ouais. Je vais me faire ma propre opinion, je pense, puisque de toute façon, je vais pas garder la jaquette. Quand je vais le lire, je vais l'enlever du roman pour ne pas l'abîmer, donc je vais essayer de me faire mon propre avis sur le physique du personnage principal masculin. Et puis, je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. Je vous reprends comme prévu le lendemain, on est le 9 mars, il est midi 04. Alors, j'ai commencé Enchantment of Ravens hier soir. J'ai bien avancé, je suis arrivée jusqu'au chapitre 6, à peu près page 95. Et du coup, ce matin, j'ai lu le chapitre 6 pour vous reprendre page 113, chapitre 7. Enfin, juste avant d'entamer le chapitre 7, comme je vous l'avais dit hier. Donc, je confirme, le pitch que je vous avais donné est le bon. On est dans un univers où les humains côtoient les fae, dans une ville qui s'appelle Bagatelle. Et les fae dans cet univers ne sont pas capables de créer des choses. C'est même dangereux pour eux. Ils appellent ça l'art avec un grand A. Et le fait de peindre, le fait de cuisiner tout simplement, le fait de créer des vêtements, les fae n'en sont pas capables. C'est, comme je vous l'ai dit, même dangereux pour eux, ça peut même carrément les tuer. Et donc on a notre héroïne qui s'appelle Isobel, ce n'est pas son vrai nom, puisque les noms ont une force, ont un pouvoir dans cet univers, donc chacun se balade avec un pseudonyme et garde son véritable nom très, très bien caché. Isobel est donc peintre, elle a un réel talent, elle est extrêmement douée pour son jeune âge, puisqu'elle n'a que 17 ans, et elle peint depuis toujours, et les fae font appel à elle pour peindre leurs portraits, puisque les fae sont très vaniteux. Elle va un beau jour rencontrer le prince de l'automne qui souhaite qu'elle fasse son portrait, et donc ils vont se côtoyer pendant plusieurs jours, le temps qu'elle réussisse à peindre son portrait. Elle va tomber sous son charme, c'est quelqu'un qui est effectivement très charmant. Et malheureusement, Isobel va faire la boulette de peindre le chagrin dans les yeux de ce seigneur fae, ce qui est impossible et ce qui est même une insulte, une trahison, puisque les fae ne peuvent ressentir des émotions humaines. Sauf que Isobel a bien compris que ce fae-là est différent des autres, de tous ceux qu'elle peut côtoyer d'habitude, et voilà. Donc l'histoire va commencer là, et donc Rook, le seigneur fae, que je vais appeler par son véritable nom, je vous en reparlerai plus tard, va revenir chercher Isobel pour la traîner devant le tribunal de sa cour, en raison de sa trahison, parce qu'elle a peint le chagrin dans ses yeux. Donc Isobel, pour l'instant, ne comprend pas trop pourquoi il l'emmène. Elle sait qu'il est furieux, elle sait que c'est un rapport avec la façon dont elle a peint son portrait, mais elle n'en sait pas plus. Ils ne sont pas encore arrivés à la cour de l'automne au moment où je me suis arrêtée ce matin, mais il ne devrait pas tarder à y arriver. Alors, j'adore le style de l'autrice, c'est incroyable. C'est plein de petites touches d'humour. Dans cet univers, les fae sont très 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 à cheval sur la politesse. C'est même impossible pour eux de ne pas être polis. Donc même quand ils sont en colère, ils restent polis et je trouve ça hilarant. Le style de l'autrice est un peu fleuri, c'est plutôt soutenu. Alors c'est pas non plus hyper compliqué, mais je suis contente de le lire en français parce que je pense que j'aurais eu un peu plus de difficulté à le lire en version originale. La traduction est très bonne, et j'ai rien à redire, je vous en parle parce que je vous en ai parlé pour le précédent, donc je vous en parle. Mais si, j'ai quand même quelque chose à redire, la traduction est excellente, sauf que l'éditeur français a choisi de traduire les noms des personnages. Et ça me rend folle. Parce que quand tu t'appelles Pierre, tu t'appelles pas Rock, tu t'appelles pas Caillou, tu t'appelles Pierre. Je sais, je donne toujours cet exemple, vous avez déjà dû l'entendre sur ma chaîne, je pense. Notre héroïne s'appelle Isobel, bon bah là concrètement Isobel, hein. Sauf que les personnages qui l'entourent changent de nom. Donc Rook, le nom de notre personnage principal masculin, devient Corneille. Un fae qui s'appelle Fern devient Fougère, un fae qui s'appelle Godfly devient Mouche, et surtout notre héroïne a deux petites sœurs jumelles, deux petites sœurs adoptives, qui s'appellent dans la version originale May et March, comme les mois de mars et de mai, et dans la version française, ces deux jeunes filles sont devenues Mai, M-A-I, et Juin.
Je ne comprends pas. Est-ce que c'était trop de travail et trop compliqué de mettre une petite note de bas de page en mode note de la traduction, les noms des personnages ont été laissés dans leur version originale, mais peut-être la traduction justement de ces noms. Fern signifie fougère, Rook signifie corneille. Ça aurait été intéressant pour justement ce personnage-là parce que il est capable de se transformer en corbeau en fait. Enchantment of Ravens. C'est pas un spoiler, hein, ça se passe au tout début de l'histoire, je vous spoile vraiment rien. Et quand il lui donne son nom, Rook, qui signifie donc corneille, Isobel répond quelque chose comme « ça vous scie à merveille » parce qu'il est capable de se transformer en corbeau. Donc effectivement, si on avait laissé le nom original Rook, les lecteurs n'auraient pas forcément compris s'ils ne sont pas anglophones, et là, on aurait pu mettre une note de bas de page juste en disant « Rook signifie corneille », raison pour laquelle Isobel lui dit que ce nom lui va comme un gant. Et c'était tout simple en fait. Pourquoi changer le nom des personnages? Non. Non. Ça m'énerve. C'est le genre de choses qui m'énerve. Je vous l'ai déjà dit pour Frostheart, je crois. Ash est devenu Cendre. Non, bah c'est pas son nom. Il s'appelle pas Cendre, il s'appelle Ash. Point. Plusieurs noms je pense à Harry Potter par exemple, plusieurs noms ont été traduits en version française pour que le lectorat français comprenne les subtilités et les petits jeux de mots qu'il y avait dans les noms des personnages. Pourquoi pas? Mais non, en fait, non. Il n'y a même pas de pourquoi pas, en fait. Je trouve que c'est... Alors, je suppose que ça a été validé par l'autrice et par l'éditeur original. Je vois pas comment ça peut être possible autrement. Mais moi, ça m'agace. Je trouve que c'est pas juste, en fait. Je trouve que ça dénature l'œuvre originelle et ça m'énerve. Cependant, ça n'a rien à voir avec l'histoire et l'œuvre en général. Et je pense même que je vais réussir à faire abstraction de ça dans ce roman-là. Pour Hadès et Perséphone, c'était différent, il y avait d'autres choses qui m'avaient gênée et c'était carrément une très 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 mauvaise traduction. Là, c'est juste un choix de l'éditeur qui m'agace et que je ne comprends pas, mais je vais réussir à en faire abstraction, même si du coup, les noms sonnent de manière très ridicule à mes yeux et à mes oreilles. Je me dis que dans la version originale, c'est tout aussi ridicule. Un faillé qui s'appelle Fern, en version originale, les anglophones savent que Fern ça veut dire fougère, et du coup quand ils entendent le mot Fern, ils visualisent la fougère. Moi quand je vois fougère, je visualise la fougère, quand je vois corneille, je visualise la corneille, enfin, je comprends. Je vous ai dit tout à l'heure que je comprenais pas pourquoi l'éditeur avait fait ce choix. Si, je comprends pourquoi l'éditeur a fait ce choix, mais ça me plaît pas. Mais c'est comme ça, comme dit, je vais passer outre. Sinon, c'est hilarant, j'aime beaucoup notre personnage principal qui est très 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 intelligente. Elle a compris que les faées payent les humains pour leur art avec des enchantements. Ils ne donnent pas d'argent, ils échangent l'art des humains contre des enchantements. Et elle est très consciente que les faées vont toujours, même s'ils sont incapables de mentir, totalement incapables de mentir dans cet univers, ce qui est souvent le cas des faées en général, mais en tout cas dans cet univers-là, c'est clairement dit, c'est établi, ils vont avoir tendance à tenter de contourner les choses. Donc si tu n'es pas extrêmement précis dans ta demande d'enchantement, bah, ça peut se retourner contre toi, ça peut même être très dangereux. Donc elle est très maligne, elle tourne bien cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, et elle envisage toutes les possibilités. Et voilà, je trouve que c'est très drôle, très inquiétant aussi, puisqu'on a déjà eu une scène avec un bon rythme de course, on va dire. Et ouais, c'était très 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 chouette. Donc j'ai hâte de m'y replonger, ce que je vais faire de ce pas, probablement après avoir préparé à manger et mangé. Et je vous retrouverai, à mon avis, quand je l'aurai fini, sauf si il se passe un truc absolument abracadabrant ou que mon avis change complètement. Parce que pour l'instant, la prédiction des 5 étoiles sur Goodreads est bien partie. Alors, je vous ai dit hier que mes prédictions ne s'étaient pas avérées justes en ce qui concerne un palais de cendres et de ruines, c'est faux. Je vous ai menti, enfin je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais j'avais prédit 5 étoiles, c'était 5 étoiles. C'est juste que c'était pas un coup de cœur. Voilà. Dommage, puisque j'avais prédit le coup de cœur. Mais c'était bien 5 étoiles. Hadès et Perséphone, on est sur 4 étoiles. Donc là, je m'étais complètement plantée, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci, je suis presque sûre que ce sera un 5 étoiles, comme j'étais presque sûre que les autres seraient des 5 étoiles, mais
il a encore une chance. Enfin, en tout cas pour l'instant, je suis en mode coup de cœur. Est-ce que d'ici la fin, quelque chose va se passer qui va faire que je ne serai plus sur le même avis? Je ne sais pas. On verra ça plus tard. J'ai terminé hier Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson très tard. Mais avec une semaine d'avance sur mon planning, puisqu'on est vendredi le 10 mars et vous verrez cette vidéo jeudi de la semaine qui vient. Donc je suis ravie, d'autant plus ravie que c'est un coup de cœur, mesdames et messieurs. Oui, 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 j'avais au moins une bonne prédiction sur mes trois coups de cœur envisagés. Un palais de cendres et de ruines, comme je vous l'ai dit, on n'en était pas loin, mais c'était pas tout à fait ça. Hadès et Perséphone, j'étais un poil déçue, même si ça n'avait rien avec l'histoire. Enfin bref, je vais pas vous refaire mes chroniques. J'ai adoré Enchantment of Ravens, c'est un vrai coup de cœur. Les personnages sont incroyables. Isobel, notre personnage principal, notre héroïne, est très 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 maligne, super futée, très forte également. J'aime le principe que les failles dans cet univers soient les créatures qu'on connaît, incapables de mentir, hyper à cheval sur la politesse, ce qui crée des scènes absolument hilarantes. Petit bonus pour les personnages de Mai et Juin, donc May et March du coup, que je trouve trop adorable. C'est un détail dans l'histoire, franchement. Alors, c'est un détail oui et non, parce que leur existence a une importance à un moment donné dans l'histoire. Mais je les ai adorés. Et Rook, donc Corneille, est incroyable. C'est un faé, il est fidèle à lui-même, il est imbu de sa personne, mais il est comme ça, il n'est pas imbu parce qu'il est imbu, il est imbu parce qu'il est parfait. Enfin, dans une certaine mesure. Voilà, donc c'était génial. L'atmosphère est sombre. Faites attention, c'est assez graphique. Pas dans le sens où il y a beaucoup de sang et d'hémoglobine, mais c'est cracra, c'est de l'horreur. Je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, mais en version originale, on appelle ça de la earthy horror. C'est de l'horreur de la terre, en fait, mais la terre, les champignons, la boue, la gadoue, tout ça, vous voyez, c'est un peu cracra dans ce sens-là. Et j'ai adoré cette atmosphère, c'est super sinistre, c'est limite gothique. L'autrice utilise un vocabulaire et fait parler ses personnages d'une manière victorienne que j'adore. Je vous l'ai dit, on a pas mal d'humour. La façon dont l'histoire se déroule est incroyable. Alors, on n'est pas vraiment sur ce à quoi je m'attendais au départ. Je vous ai donné le pitch, au moins à 2 reprises, je pense, dans cette vidéo. Il est toujours juste, mais là où je me suis arrêtée dans mon pitch, eh bien l'histoire prend une autre tournure et ne va pas forcément là où on l'attend. Et je trouve que c'est génial parce que ça apporte un peu plus d'action. On est sur des créatures fabuleuses qui sont quasi immortelles et qui sont tellement fières et tellement dédaigneuses par rapport aux humains que on est constamment sur nos gardes en fait, parce qu'on ne sait pas à quel moment, si et ou quand une de ces créatures va décider d'un seul coup de se retourner contre nous et qu'on est son ennemi. Donc on est vraiment dans la peau d'Isobel. D'autant que l'autrice a écrit son histoire comme si Isobel nous livrait son témoignage. Et à certains moments, c'est relativement pas rare, mais je dirais qu'au moins à 3 ou 4 reprises, le personnage s'adresse directement au lecteur. Et j'ai trouvé ça vraiment fun. L'univers est maîtrisé à la perfection. L'autrice ne nous donne pas toutes les clés. Peut-être en se disant que ce serait trop facile, mais au fur et à mesure où elle ajoute des éléments, à chaque fois, ça a du sens. Et c'est pas juste, elle ajoute cette chose à ce moment-là pour lui permettre de continuer son récit. En fait, on s'y attendait pas, mais c'était évident. Et j'ai été surprise à de nombreuses reprises, et toujours dans le bon sens. C'était vraiment très très chouette. Je suis contente de la fin, j'aurais apprécié une autre fin, mais je suis contente de cette fin dont je ne vais pas du tout vous parler pour ne pas vous spoiler. Voilà, ce n'était pas la fin à laquelle je m'attendais en commençant cette histoire, mais je m'en satisfais et j'ai trop hâte de lire les autres romans de l'autrice. Je suis ravie de l'avoir enfin découverte à travers celui-ci. Je crois que c'est son premier, il me semble. Parce que je crois que Sorcerer of Thorns est sorti après. Mais j'ai un doute. Je sais plus
lequel est sorti avant l'autre. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir lu cette histoire. Et effectivement, j'ai pas forcément pensé à ce personnage-là quand je visualisais Corneille Rook dans ma tête, clairement pas. Je suis contente d'avoir réussi à me détacher du personnage qui est dessiné sur la jaquette française. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Je suis trop contente que ce soit un coup de cœur. Je suis très contente, mais je suis en train de me dire que ça va être dur pour choisir entre celui-ci et Sous la porte qui chuchote. Puisque vous le savez, dans mon bracket qui me permet de désigner le meilleur livre de l'année, je fais des challenges, je compare mes meilleurs livres du mois et à la fin ça me donne le meilleur livre de l'année. Et pour la première étape, c'est tous les trimestres. Donc les livres du mois de janvier, février et mars sont en compétition les uns contre les autres. Voilà, ça va être compliqué. Il va falloir que je réfléchisse bien quels critères, comment, parce que autant c'était tous les deux des coups de cœur, autant ces deux histoires n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Donc je vais y réfléchir longuement. Et puis vous découvrirez ça à la fin de l'année, peut-être même en début d'année 2024 du coup. C'était trop bien. C'était trop bien. Je suis contente de terminer ce vlog sur celui-ci. Du coup, c'était vraiment l'apothéose. On a commencé en beauté, on a continué par une histoire qui m'a énormément plu, mais qui avait ses lacunes. Et on finit par celui-là qui est un vrai coup de cœur. Donc c'est très chouette. Je suis ravie. Du coup, merci beaucoup à Claire d'avoir proposé, de m'avoir proposé de faire ce vlog. C'était un vrai plaisir et je suis ravie d'avoir réussi à lire ces 3 titres en si peu de temps. Heureusement que je suis en vacances parce que je suis pas sûre que j'aurais réussi si j'avais pas été en vacances. Et là, il me reste 3 jours complets avant la reprise du boulot. Donc je vais pouvoir continuer à dégommer ma palle du mois de mars et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés ces derniers jours vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions, des envies de thématiques pour des vlogs à l'avenir. Pourquoi pas, je pourrais éventuellement m'en inspirer et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!